Alors, rebonjour pour ceux qui m'ont suivi sur les règles du jeu de base, et puis simplement bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, par contre, si vous n'avez pas vu le jeu de base, les explications du jeu de base avant, je vous conseille de le faire, et puis revenez après, vous inquiétez pas, je suis toujours là, je vais pas bouger, je vous attends. Parce que, voilà, je vais pas refaire toute l'explication du jeu, je vais attaquer directement ce qui change. Alors, tout le monde est prêt? Alors c'est parti. Ce qui change de manière évidente, si on regarde le petit plateau individuel de chaque joueur, il n'y a plus les personnages dessus, on a 6 emplacements vides. Ça sous-entend que l'on va créer sa propre équipe, sa propre expédition. On a une douzaine de personnages ici, tous différents. On va en choisir de 3 à 6 pour constituer son équipe. Et on les mettra donc voilà, sur les emplacements qui vont bien, etc. Alors, on peut remarquer d'ailleurs qu'au niveau de ces emplacements, au-dessus, il y a un multiplicateur pour les 2 premières places. Et puis, on a aussi un certain nombre de nourritures. Je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà, ça a bien changé. On voit que la jauge de santé, il y a aussi une petite frontière là. Donc je vais rentrer dans l'explication aussi. Et puis on peut voir que la nourriture, sur le jeu de base ça s'arrêtait à 7. Là, il y a éventuellement la possibilité d'aller jusqu'à 10 sous certaines conditions. Donc voilà, au niveau individuel, voilà ce qui change. Et au niveau des personnages aussi, il va se passer pas mal de petits trucs. Les personnages ont bien des bonus de points à la fin de la partie, ont bien des pouvoirs, des actions bonus pendant tout le long de la partie en fait, mais sous condition. Si on regarde les personnages, on voit aussi que, par exemple, le scientifique, il y a une petite touffe d'herbe devant lui. On voit que le porteur numéro 1 a une touffe d'herbe derrière lui. Et on voit, par exemple, la fiancée du chasseur ou le marin qui présente 2 touffes d'herbe. C'est une manière symbolique de dire que leur emplacement est bien précis. Par exemple, le scientifique, la touffe d'herbe est devant, ça veut dire qu'il doit être en première position pour que son pouvoir soit actif. Si pour une raison ou pour une autre il se retrouve à changer de position, je vais donc switcher la carte et on peut voir que son pouvoir est grisé, je ne peux plus l'utiliser. Donc, alors bon, on va rire une fois, après on va passer à autre chose. Si on a la touffe devant, il faut être en première position. Si on a la touffe derrière, il faut être en dernière position. Et si on a une touffe partout, on peut être n'importe où. Voilà. Et si on n'est pas à la bonne place, on n'oublie pas de switcher la carte pour savoir si l'action est possible ou pas. Alors, pourquoi les personnages vont changer de position? Eh bien, c'est lié à, ici, la jauge de santé. À chaque fois que je vais franchir cette petite frontière là, paf, le personnage en tête va passer à la fin. Il en a marre d'ouvrir un petit peu à la machette la piste, il fatigue, donc il va se reposer derrière, mais du coup, il perd son pouvoir. Et celui qui était en dernière position, eh bien lui aussi, n'étant plus en dernière position, se retrouve à ne plus avoir de pouvoir actif. Et puis il va se passer autre chose, parce que je vous ai dit qu'on pouvait former son équipe de 3 à 6 joueurs. Alors, 6 joueurs, c'est uniquement si on emmène le financier avec soi. Car on peut voir que le financier, voilà, permet d'avoir 6 personnages dans son expédition. Pour l'anecdote, à la fin de la partie, le financier, il donnera 1 point pour chaque personnage vivant dans l'expédition. Donc on a intérêt à ramener tout le monde, ça on va marquer un petit peu de points. Puis je vais en profiter, tiens, puisque je parle des points à la fin. Imaginons que quand je sors de l'île, le financier il est à cette place-là, et que j'ai 5 personnages, donc je marque 5 points, mais c'est là que je vais prendre en compte le multiplicateur. 5 x 3, ça fera 15. Si jamais il sort alors qu'il est en deuxième position, ça fait plus que 10. Et s'il sort qu'il est en troisième position ou plus, eh bien ça fera juste les points de base. Donc voilà à quoi sert le multiplicateur, c'est multiplier les points de bonus du personnage qu'on aura mis en face à la fin de la partie. Alors, la jauge ici de nourriture qui est à 7, qui peut aller jusqu'à 10, c'est lié aussi à un personnage
qu'il faudra donc choisir si on veut avoir 10 points de nourriture au départ. C'est le porteur numéro 2. On peut voir que la nourriture est augmentée de 3. Donc tant que mon porteur numéro 2 est dans l'équipe, eh bien je vais commencer déjà mes points de nourriture à 10, et quand je referai le plein, je pourrai très bien remonter jusqu'à 10. Si à un moment donné il meurt, je serai forcément obligé de redescendre à 7. Et puis je vais en profiter, puisque je tiens le porteur numéro 2, parce qu'en fait, en dehors de ce que je viens de vous expliquer, il va y avoir plein de petites extensions, en fait, qui vont rendre le jeu plus riche. Et le porteur numéro 2, on peut voir qu'il a un poisson préhistorique de dessiner. Ça fait partie des extensions en plus. Le porteur me permet d'aller pêcher. Donc si il y a quelqu'un qui a pris le porteur numéro 2, on mettra ce petit plateau annexe qui représente une pioche avec des poissons. Alors pêcher, c'est l'action aller chercher de la nourriture. Si je reprends la carte, voilà par exemple, je mets celle-là, je vais chercher de la nourriture pour 2 points par exemple, ça me ferait donc 2 points de nourriture. À la place, pour chaque point que je vais utiliser, je pioche une carte de pêche. Et là, je peux voir que c'est plus rentable. Pour un point d'action, j'ai 2 nourritures. Mais il peut y avoir aussi autre chose. Dans ce paquet-là, il y a aussi des dinosaures aquatiques à collectionner. D'ailleurs, leur rangée est ici. Donc si je pioche par exemple cette carte-là, voilà, là j'ai un dinosaure à collectionner, c'est le numéro 4 de la collection. Alors je vais avoir un choix à faire. J'allais pêcher pour avoir de la nourriture. Effectivement, ça me donne 3 nourritures pour un point d'action. Mais au lieu de prendre de la nourriture, je dis bien à la place, je peux garder le dinosaure dans ma collection. Donc ça va être un choix à faire. Et une fois que la pioche est vide aussi. Donc voilà l'intérêt d'avoir le porteur 2. Ça me permet d'aller pêcher. Alors je ne pêche que dans les zones de lac, sur une case qui entoure un lac. Je ne pêche pas en mer, je pêche dans les lacs uniquement. Donc voilà un petit peu pour ça. Et on va quand même, avant de passer aux autres extensions, parler de cette action bivouac dont on avait squeezé une action tout à l'heure dans le jeu de base. Là, je vais pouvoir faire cette action en plus. Cette action, c'est je prends mes personnages et je les remets dans la position qui m'intéresse. Par exemple là, je vais remettre donc le porteur numéro 1 derrière, comme ça je vais pouvoir utiliser son pouvoir, etc. etc. Je vais rebrasser mes personnages pour repartir, évidemment, de pied ferme après. Donc voilà pour ça. Donc 12 personnages, que des pouvoirs différents. La moitié seulement donne des points à la fin, en plus. Donc ça va être des choix à faire. C'est là que ça rend le jeu plus intéressant et plus riche. Alors on a vu donc avec le porteur 2 la petite extension je pêche. On a aussi, si on regarde sur le plateau individuel, un emplacement où il y a marqué bonus. On a un paquet de cartes de bonus. À chaque fois qu'on score, évidemment, on augmente. Et si je dépasse, j'atteins ou je dépasse les 20 points à un moment donné, eh bien, je vais piocher 3 cartes dans le paquet de bonus. Je vais en choisir une et je vais mettre les autres dessous. Alors, ça peut être des actions qui, si par exemple là on voit le petit symbole de l'infini, qui vont pouvoir servir tout le long de la partie, donc je le mettrai là. Ça peut être aussi un personnage nouveau que j'ai trouvé. Alors évidemment, je n'ai le droit de le prendre que si j'ai de la place dans mon expédition, sinon je ne peux pas le prendre. Ça peut être aussi, une action bonus que je vais appliquer tout de suite. Ça peut être aussi, encore un personnage. Hop, il y a quelques personnages. Ça peut être une action où voilà, je remonte ma jauge de nourriture au max, je remonte mes points de santé au max, etc. Donc voilà, plein de choix qui vont me permettre de booster un petit peu à un moment donné quand j'ai scoré suffisamment. Et je vais pouvoir le faire 2 fois dans la partie, puisqu'il y a un premier niveau à atteindre avec les 20 points, mais il y en a un deuxième avec 35 points où je recommencerai à repiocher 3 cartes et en choisir une.
Si des fois c'est une carte qui est apposée ici, j'en ai déjà une, je serai obligé de défausser la première pour mettre la deuxième. Donc voilà pour cette petite extension. Il y a aussi une autre extension, alors je n'ai pas sorti de la poche, mais le plateau décomposé en différents morceaux. Donc on va pouvoir construire son plateau avant de commencer à jouer. Il n'aura pas cette forme-là basique. On va lui donner la forme que l'on veut. Ça va renouveler un petit peu les parties aussi. On a aussi en autre extension l'Homo habilis. Alors oui, l'Homo habilis n'est pas contemporain des dinosaures, mais dans le roman de Conan Doyle, il y en a. Donc du coup, j'ai fait un petit clin d'œil aussi à ce roman. On a par exemple, alors il peut y avoir 3 Homo habilis. Si on veut le faire pour une première fois, je vous conseille de prendre seulement une tuile que l'on va glisser dans le sac avec les autres tuiles de volcan. Si à un moment donné, je tire la tuile de l'Homo habilis, on peut voir qu'elle est bien précise. Elle indique une case précise, donc la forêt qui est ici. Je vais donc mettre l'Homo habilis ici. Et en tant que joueur qui a tiré la tuile, en tant que joueur actif, eh bien, je vais subir un préjudice. Le dernier personnage de ma colonne, il est enlevé par l'Homo habilis. Il est kidnappé par l'Homo habilis, autant dire qu'il va finir dans la marmite. Alors, pour symboliser qu'il a été enlevé, eh bien, j'ai un petit accessoire qui est très bien ici. Tac, je le mets dans sa cage. Et puis, je vais mettre le petit cube symbolisant ses points de vie. Donc, maintenant, imaginons que l'enlèvement soit passé ici. Voilà. Si je veux délivrer mon personnage, il faudra donc que je vienne sur cette case-là. Et au moment où j'arriverai sur cette case-là, comme action gratuite, eh bien, je peux dépenser 4 points de santé, si j'ai envie, si je peux, etc. Et dans ces cas-là, je libère le personnage. Mais je peux aussi dépenser 7 points de santé. Et là, non seulement je libère le personnage, mais en plus, hop, j'ai capturé un Homo habilis. Et à la fin de la partie, ça me rapportera 11 points, à condition que je n'oublie pas de le nourrir à chaque fois que je ferai un bivouac. Si je ne le nourris pas à un moment donné, eh bien mon Homo habilis, il va mourir dans sa cage. Mais seulement, ça m'a coûté 7 points de vie à côté. Alors, ça vaut peut-être le coup de sacrifier un personnage pour gagner 11 points. Voilà, ça va être des choix à faire. Donc, on a 3 possibilités d'Homo habilis. Donc, si on veut vraiment taper fort dans le jeu, si on veut vraiment se faire mal, on peut mettre les 3 tuiles dans le sac. Sinon, on n'en met qu'une au hasard. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de changement. Même principe. Alors, évidemment, oui, j'ai oublié de dire, l'Homo habilis, si je vais pas libérer mon prisonnier, chaque fin de tour me concernant, eh bien, mon prisonnier, il perd un point de vie. D'accord? Donc, si je ne suis pas allé le délivrer à temps, mon personnage qui était prisonnier, il passe à la casserole, et tant pis pour moi. Et d'autres joueurs peuvent très bien être délivrés, à condition qu'ils puissent le prendre dans leur équipe. Ça veut dire que, par exemple, si c'est mon scientifique qui a été prisonnier, il ne faut pas que l'équipe qui va le délivrer ait déjà un scientifique dans son équipe. Voilà, donc s'il n'en a pas, qu'il le délivre, eh ben, déjà il peut récupérer l'Homo habilis s'il dépensait 7 points, mais en plus il récupère mon scientifique. Donc c'est un petit peu tendu, il y a un petit peu de concurrence. Dans la même idée, j'ai aussi, alors là c'est conseillé de jouer avec l'extension où on fabrique son plateau de jeu, j'ai aussi King Kong. Petit clin d'œil aussi, voilà, à la littérature et au cinéma. Donc la tuile King Kong, c'est la tuile de montagne numéro 11. Alors King Kong, eh bien, imaginons que ce soit moi qui pioche King Kong malheureusement. Si j'ai la fiancée, un des personnages de l'équipe, voilà, dans mon équipe, la fiancée est capturée dans les mêmes conditions qu'avec l'Homo habilis. Et c'est uniquement la fiancée. Le King Kong ne va pas capturer quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire que si je n'ai pas de fiancé, mon dernier personnage meurt, il a été un petit peu déchiqueté par King Kong, et King Kong est remis dans le sac volcan. Il n'y a que s'il capture une fiancée qu'il va être posé là, qu'on pourra délivrer, etc. Donc 7 points pour délivrer la fiancée, 12 points de santé pour capturer King Kong, qui me rapportera 20 points à la fin de la partie.
Mais chaque bivouac, ça me coûte 2 nourritures. Ah bah oui, un King Kong, il mange un petit peu plus que le mobilis. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du jeu avancé. Bon, j'ai fait un petit truc en plus pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à faire leurs équipes. J'ai créé des petites cartes ici. Voilà, d'équipes toutes faites, où on peut décider de piocher chacun son équipe, pour pas avoir à se creuser les méninges, puis je prends celui-là, etc. Voilà, on laisse faire un petit peu le hasard. Les cartes présentant un carnivore sont des cartes qui généralement permettent de jouer de manière agressive dans le jeu. On a une espèce de ptérodactyle où c'est moyennement agressif, et puis on a l'herbivore où ce sont des équipes où on n'est pas agressif envers les autres. Alors quand je parle d'agressivité, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser une petite chose. C'est pourtant important dans le jeu. Si on revient sur le plateau ici, on voit, je vous en avais parlé au début, qu'il y a de la nourriture ici représentée. Eh bien c'est tout bête, mais ça veut dire que pendant la partie, on va pouvoir piquer, soudoyer, débaucher des personnages d'une équipe adverse. Donc imaginons que je sois là, que quelqu'un d'autre, en se déplaçant, arrive sur ma case. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il peut me prendre un personnage et mettre dans son équipe à condition qu'il ne l'ait pas déjà, et il va payer en nourriture le fait qu'il prenne mon personnage. S'il veut prendre, j'ai mis un singe devant, bon c'est pas généralement là que ça se met, mais bon bref, allez on va mettre le scientifique pour faire plus vrai. Imaginons qu'ils veulent me prendre mon scientifique, il me donnera 4 points de nourriture, donc lui il dépensera ses 4 points de nourriture sur sa jauge, et moi je les remonterai, et il me piquera mon personnage, qu'il mettra évidemment à la fin de la colonne dans son expédition. Il ne pourra ne changer de place que s'il fait un bivouac. Donc voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire et qui est quand même important. On peut donc s'agresser un petit peu, on peut se piquer des personnages. Donc on peut faire exprès au départ de prendre que 3 personnages en se disant, eh ben je vais aller en piquer chez les autres. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait des cartes toutes faites d'équipe où il y a très peu de personnages dessus, parce que ben oui, l'idée c'est d'aller agresser les autres. Voilà, j'espère avoir été assez clair. J'espère aussi vous avoir donné envie. Donc ben là je m'adresse plus aux éditeurs. Si ça vous intéresse, évidemment, je suis tout disposé à venir avec le matos sous le bras pour en parler de manière plus avancée, quoi. Voilà, donc en tout cas, merci de m'avoir supporté. Bonne fin de journée à vous et bon jeu.